Allez, dernière ligne droite, un des derniers chapitres de l'année, donc on va parler de la mécanique des fluides. Alors déjà, on va faire des petits rappels de ce que vous avez vu en première et en seconde même, donc ça c'est une notion de seconde. Donc comment est définie la pression? En fait, la pression, euh, donc on va souvent parler de fluide dans ce chapitre. Un fluide, c'est soit un gaz, soit un liquide. Donc vous savez qu'un gaz ou un liquide est composé de molécules, et quand ce fluide est contenu à l'intérieur d'un récipient, eh ben, les molécules, elles vont exercer une force, elles vont venir taper contre la paroi, et donc elles vont venir exercer une force sur cette paroi. Et cette force par unité de surface, c'est ce qu'on appelle la pression. Donc on va parler de force pressante, donc qui est représentée ici par le grand F. Et donc la force en newton créée par le fluide sur 1 mètre carré de cette surface, c'est la définition de la pression. Et donc la pression en pascal, c'est des newtons par mètre carré en fait. On a vu la relation des gaz parfaits, PV est égal à nRT. On a vu que si la température augmentait, la fréquence des chocs était plus grande, et en plus, vu qu'il y a plus d'agitation moléculaire, et en plus de ça, elles ont une énergie cinétique plus grande, donc elles vont taper plus fort sur la paroi, et donc il va y avoir une pression qui est plus grande. Donc la pression augmente avec la température. Donc ça, vous avez vu ça en seconde. Maintenant, en première, vous avez parlé de la relation de l'hydrostatique également, donc qui vous dit que dans un fluide, que ce soit l'atmosphère ou dans l'eau ou dans n'importe quel liquide, et ben la pression augmentait avec la profondeur. Et on pouvait quantifier cette augmentation de pression par la relation qui est donnée ici. Donc la différence de pression entre le point 1 et le point 2, elle est égale à ρ, donc la masse volumique du fluide, multipliée par l'intensité de la pesanteur et la différence d'altitude entre les deux points. Vous aviez fait un petit calcul normalement qui, dans l'eau, si on fait ce calcul dans l'eau, on voit que si à chaque fois qu'on augmente la profondeur de 10 mètres, on va gagner 10 puissance 5 pascal, c'est-à-dire 1 bar. Alors je ne l'ai pas mis dans cette vidéo, mais vous l'avez dans votre cours aussi, vous avez également vu la loi de Boyle-Mariotte qui vous dit que la pression d'un fluide est inversement proportionnelle au volume qu'il occupe. On va pas revenir dessus ici. La poussée d'Archimède, donc ça c'est programme de cette année. Alors, je vous ai mis le schéma entier d'un seul coup, on va essayer de le comprendre. Donc ici, on vous dit soit un système immergé dans un fluide, ici de l'eau. Ce système est soumis sur l'ensemble de ses parois à une force pressante de la part du fluide. Donc là, j'ai mis un système qui est en gris, que j'ai immergé à l'intérieur de l'eau, et l'eau va exercer une force pressante sur l'ensemble des parois. Alors, cette force, elle dépend, donc F est égal à P fois S, vu la formule qu'on a vue dans la première partie. Donc cette force, elle dépend de la pression. Donc on peut voir que sur les côtés, je l'ai appelé force latérale, F lat. À chaque fois, les flèches, ici, mes forces sont à la même profondeur. Donc en soi, la pression est identique, donc la force est identique. Par contre, au-dessus, la pression P1, elle est plus faible que la pression P2. Donc en fait, la force exercée, la force pressante exercée par les molécules d'eau sur mes parois est plus faible au-dessus que en dessous. Donc je modélise ça par un vecteur force qui est plus grand en dessous. Et donc si je fais la somme de toutes ces forces, que j'en déduis la résultante des forces qui s'appliquent sur mon système, eh ben ça va me donner une force qui est verticale, orientée vers le haut, parce que la force inférieure est plus grande que la force pressante supérieure. Donc ici, on va modéliser ça par bah, un vecteur qui s'applique sur le centre de gravité de mon système et qui est vertical, orienté vers le haut. Et donc ça, c'est la poussée d'Archimède. C'est la résultante des forces pressantes exercées sur le système. Et donc, il faut bien comprendre d'où ça vient. C'est dû à la différence de pression entre P1 et P2. La pression est plus grande en dessous, donc la force exercée par l'eau qui est en dessous est plus grande que la force qui est exercée par l'eau qui est au-dessus. Et donc on retient que la résultante des forces de pression est verticale vers le haut, c'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Donc on le note pi majuscule ou FA pour voilà, la force d'Archimède entre guillemets, ça va dépendre de l'énoncé, hein. Vous aurez des notations différentes à chaque fois. Normalement on utilise souvent le pi majuscule. Alors, la norme de cette force, ça se démontre assez facilement. Je ne l'ai pas fait ici dans le cours, on va le faire en classe. Euh, donc en fait, on peut voir que la norme de la poussée d'Archimède, c'est égal au poids du volume de fluide qui a été déplacé.
Voilà, là vous avez l'expression vectorielle uniquement qui est donnée avec le signe moins, parce que justement on voit que la poussée d'Archimède elle est orientée vers le haut, alors que le vecteur intensité de la pesanteur, petit g, il est orienté vers le bas. Donc elles sont opposées, d'où le signe moins. Et la norme, ce serait uniquement ρ v fois g. Et pourquoi est-ce que c'est logique avec la définition, le poids du volume de fluide déplacé? Eh ben ρ fois v, c'est m, d'accord? M égale à ρ fois v. Donc on a bien la masse de fluide multipliée par petit g, donc m fois g comme le poids, d'accord? Sauf que c'est pas le poids du solide qu'on a mis à l'intérieur, c'est bien le poids du fluide qu'on a déplacé. Il faut bien comprendre aussi quand j'écris volume de fluide, déplacé, bah, c'est égal au volume du système qu'on a immergé dans l'eau, hein. Donc là, si vous calculez le volume de votre système que vous avez immergé, vous allez avoir le volume de fluide déplacé. Conservation du débit volumique. Donc, le débit volumique, c'est un certain volume de fluide par unité de temps. C'est pas très compliqué ici. On vous donne directement un exemple en dessous. Donc, on remplit une bouteille d'eau de 1 litre, 1,5 litre en 15 secondes. Quel est le débit volumique? Et bien, quel est le nombre de litres que vous avez versé par seconde? Donc, pour ça, on divise le volume par la durée et on obtient ce qui vous est demandé en dessous là. Par contre, j'ai fait la conversion, donc ça c'est quelque chose qui est important à connaître en mécanique des fluides, que vous connaissez depuis un moment normalement, mais si vous ne connaissez pas, il faut vraiment le connaître par cœur. Un mètre cube, c'est 1000 litres. Donc là, par exemple, nous on va beaucoup travailler en mètres cubes par seconde. Donc là, je vous ai donné un volume en litres, il ne faut pas oublier de convertir en mètres cubes. Ça, c'est quelque chose qui se mesure très facilement expérimentalement, hein. Vous prenez un récipient gradué, vous versez un certain volume dedans, vous chronométrez la durée avec laquelle vous avez rempli ce volume et vous calculez le débit volumique. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est que ce débit volumique, il a aussi un lien, on peut faire le lien entre ce débit et la vitesse du fluide et aussi la surface de la section qui contient le fluide. Là, par exemple, j'ai une canalisation de section grand S, donc la surface de la section c'est grand S, et ben le débit volumique c'est égal à la vitesse du fluide multiplié par la surface de la section. Et donc on peut voir qu'on a deux formules différentes pour le débit volumique. Donc là, maintenant je vais utiliser cette formule pour pouvoir calculer la vitesse du fluide. Donc tout à l'heure je vous disais que la section du robinet, hop, elle faisait 1 cm. Enfin c'était pas la section, pardon, c'était le rayon du robinet, le rayon de l'embout, hein, là où sort l'eau. Donc je vais calculer la surface. Donc la surface, regardez dans mon calcul tout en bas, c'est pi r carré. Je n'oublie pas de convertir le centimètre en mètre. J'obtiens 1,010-2 carré. Et donc, je fais mon application numérique et je vois que j'ai des mètres cubes par seconde divisé par des mètres carrés. Et je vais bien obtenir des mètres par seconde, qui est bien l'unité pour une vitesse. Et donc voilà, en utilisant le débit volumique, je vais pouvoir calculer la vitesse d'un fluide en sortie de canalisation. Alors, maintenant on peut se poser comme la question, qu'est-ce qui se passe si j'ai une canalisation qui, d'un seul coup, on va réduire cette section, ou l'augmenter, hein, c'est pareil. Et ben, le débit volumique, c'est une grandeur qui est conservée dans un écoulement. Donc c'est-à-dire que le débit volumique au point A est égal à celui au point B. Et donc à partir de là, si je réduis la section, bah, regardez l'exemple qui est en dessous. Donc je vous dis, on bouche une partie de l'embout du robinet avec son pouce et on en bloque 90%. Ça veut dire que au point B, j'ai plus que 10% de ce que j'avais au point A. Donc calculer la vitesse du fluide qui sort du robinet. Et ben si j'applique la conservation du débit volumique, euh, donc le débit au point A est égal à celui au point B, et ben regardez, ça me donne VASA est égal à VB Et donc je peux calculer la vitesse du fluide au point B, vu que je connais celle au point A. Donc si je fais l'application numérique, attention, il y a eu une erreur là, dans le 0,34, c'est 0,32, on avait trouvé, il me semble, ouais c'est ça, 0,32. Donc ici c'est 0,32, hein. Multiplié donc par la surface de la section du robinet en A qui n'a pas changé, pi r carré et avec r qui fait 1 cm que je convertis en mètres, et divisé par la surface au point B. Donc la surface au point B c'est 10% de la surface au point A. J'obtiens, donc en fait je vois que j'ai multiplié par 10 mon débit volumique, et donc j'obtiens 3,2 mètres par seconde. Donc en fait on voit qu'on a gardé seulement 10% de la surface de la section au point B, et qu'on a multiplié donc par 10 la vitesse d'écoulement du fluide.
Bon, vous avez tous fait ce test, hein, vous avez tous déjà mis votre pouce sur l'embout d'un robinet, vous voyez bien que l'eau, elle s'écoule beaucoup plus rapidement, hein. Ça, c'est quelque chose d'intuitif. Donc voilà, très important de savoir utiliser cette conservation du débit volumique. Alors, relation de Bernoulli. Donc la relation de Bernoulli, elle traduit la conservation de l'énergie mécanique pour une particule fluide. Donc on va directement regarder la formule en dessous, ça doit vous rappeler quelque chose. Si j'enlève PA et PB, que je ne fais pas attention aux pressions, regardez, j'ai 1 demi de rho VA carré plus rho GZA est égal à 1 demi de rho VB carré plus rho GZB. Enfin, ça ressemble énormément à la conservation de l'énergie mécanique que vous avez déjà vue. Sauf que à la place de rho, c'est la masse normalement. Et bien ici, on travaille avec les masses volumiques. Donc en fait, ce ne sont pas des énergies, ce sont des énergies par unité de volume. Ce sont des énergies volumiques. Et en fait, ça traduit la conservation de l'énergie mécanique pour une particule fluide. Et voilà, on va pas expliquer pourquoi, mais ici on rajoute, on est obligé de tenir compte des pressions au point A et au point B. Donc cette formule sera toujours donnée, on vous demande simplement de savoir l'utiliser. Donc il y a quand même des hypothèses à connaître pour que on puisse établir, on puisse utiliser la relation de Bernoulli. Donc l'écoulement doit être permanent. Ça veut dire quoi un écoulement permanent? Bah, par exemple, vous branchez un tuyau d'arrosage à un robinet. Quand vous ouvrez le robinet, il y a un petit temps au début, une petite durée où l'eau ne sort pas avec sa vitesse maximale, j'ai envie de dire, et ça met un petit peu de temps, donc on attend que justement ça soit stabilisé, qu'on ait le régime permanent qui soit établi, et donc là on a un écoulement qui est permanent. Le fluide, il doit être considéré comme parfait, c'est-à-dire que ne doit pas y avoir de frottement entre les différentes particules fluides qui composent ce fluide. Alors on n'a pas expliqué ce que c'était une particule fluide, c'est pas tellement au programme. En fait, c'est pas une seule molécule, hein. C'est un petit ensemble de molécules. Et en mécanique des fluides, on travaille toujours sur un petit ensemble de molécules qu'on appelle particules fluides. Alors, une troisième hypothèse, c'est que le fluide doit être incompressible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa masse volumique ne varie pas en fonction de la pression. C'est vrai pour la plupart des liquides, c'est-à-dire que si vous comprimez de l'eau, vous n'allez pas énormément réussir à modifier son volume, donc la masse volumique, elle varie très peu, et on peut considérer qu'il est incompressible. C'est pas vrai pour les gaz. Si vous modifiez le volume, si vous appliquez une pression importante sur un gaz, vous allez fortement modifier son volume. Donc, enfin, on ne considère pas les gaz comme incompressibles. Par contre, les liquides, en général, si. Et la relation s'utilise entre deux points A et B qui sont sur une même ligne de courant. On peut voir directement une ligne de courant, par exemple, qui est représentée sur ce schéma à droite, donc qui va du point A au point B. Alors, un exemple, justement. Vous avez une figure qui vous est donnée à droite. On va essayer de calculer la vitesse. Donc vous avez un vase hein, qui est rempli d'eau et vous avez un trou au niveau du point B où l'eau peut s'échapper. Est-ce qu'on peut réussir à calculer la vitesse du fluide au point B? Donc déjà, je peux m'aider un petit peu des données qui sont fournies. Je vois que les points A et B sont en contact avec l'atmosphère, donc ça veut dire qu'ils sont à la valeur, ils sont à la même pression, la pression atmosphérique qu'on va noter P0. Donc PA égale PB. Au point A, la vitesse d'une particule est nulle, elle est égale à 0. Et je vois que j'ai des graduations ici pour ZA et ZB, donc on peut voir que c'est égal à grand H et grand H sur 2. J'aurais pu laisser ZA, ZB, on verra tout à l'heure ce que ça donnera. Donc si j'applique la relation de Bernoulli et que je remplace tous les termes par les petites données de l'énoncé qu'on a vu au-dessus, vous voyez, c'est un petit peu de calcul, et à la fin, on obtient que VB est égal à racine de GH. Il est intéressant ce résultat, on voit que la vitesse de l'eau au point B, elle dépend uniquement de la hauteur. Plus H est grand, plus vous avez une hauteur d'eau qui est importante, plus la vitesse d'éjection de l'eau au point B sera grande. Et en fait, si j'avais pas remplacé mon H par mon ZA et mon ZB, j'aurais trouvé cette relation qui est donnée ici comme en mécanique. 2G fois ZA moins ZB, qui nous rappelle la conservation de l'énergie mécanique quand on l'applique et qu'on calcule la vitesse lors d'une chute libre. Là, c'est un peu la même chose. On a une particule fluide, on considère qu'il n'y a pas de frottement, etc. Donc je retrouve la même formule que dans le cas d'une chute libre. Et donc, en fait, c'est une vitesse qui n'est pas constante. Plus l'eau, elle baisse, plus la vitesse au point B, elle diminue également. Et vous pouvez aller voir, si vous êtes intéressé par ça, vous tapez vase de Mariotte sur Internet, on a des techniques pour conserver une vitesse constante lors d'un écoulement de ce type. En dernière chose à connaître,
le chapitre sur la mécafluide, l'effet Venturi. Alors, on va reprendre l'exemple de la canalisation de tout à l'heure et je vais appliquer la relation de Bernoulli directement à cette canalisation. Ici, j'ai une diminution de la section, donc je sais on l'avait calculé, que la vitesse au point B est plus grande que la vitesse au point A. Donc si je prends mon expression qui est en dessous, déjà je peux voir que ZA vaut ZB. Ils sont à la même altitude. Donc ça va fortement simplifier. Il me reste que PA plus 1 demi de Roger VA au carré est égal à la même chose au point B. Je réorganise un petit peu mes termes, et là je vois qu'à droite, je peux mettre en facteur 1 demi de ρ. Donc j'ai 1 demi de ρ en facteur des vitesses, de la soustraction des vitesses au carré. Mais je sais que VB est plus grand que VA. Donc ça veut dire que ce terme est forcément positif. Et donc PA moins PB est positif également. Donc ce qui implique que PA est plus grand que PB. Et donc, quand la vitesse du fluide augmente, ça provoque une diminution de la pression à l'intérieur de la canalisation. Ça, c'est intéressant, ça. Si j'ai une vitesse plus grande du fluide, j'ai une pression qui est plus faible. Dans quoi on peut, on va prendre deux exemples que vous connaissez. La portance des avions. Ici, portance d'une aile. Et ben en fait, l'air qui passe en dessous a une vitesse qui est plus faible que l'air qui passe au-dessus. L'air qui passe au-dessus de l'aile, on a une vitesse d'écoulement qui est plus rapide. Donc si la vitesse d'écoulement elle est plus rapide au-dessus, ça veut dire que la pression elle est plus faible au-dessus qu'en dessous. Et donc que la force pressante exercée en dessous de l'aile est plus importante que la force pressante exercée au-dessus. Et donc, un petit peu comme tout à l'heure avec la poussée d'Archimède, je vais avoir une résultante des forces qui est orientée vers le haut, qu'on appelle la portance. Un deuxième cas aussi que vous connaissez, qu'on a vu la dernière fois en synthèse, c'est la filtration sous vide avec le Buchner. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, mais regardez le schéma de gauche, vous avez un robinet qui est relié donc à une canalisation, qui est enfermé à l'intérieur d'un petit compartiment. Et en fait, cette canalisation, elle est ouverte. Donc, la pression au niveau de l'ouverture est égale à la pression de l'air qui se trouve dans le compartiment. Et donc, on réduit la section. Donc, la vitesse du fluide augmente. Et donc, la pression diminue. Et bien, si la pression diminue, ça diminue également dans le compartiment qu'il y a autour. Et bien, on va pouvoir relier ce compartiment à une fiole à vide et l'air qui se trouve dans la fiole à vide va venir remplir le compartiment à cause des différences de pression. Et donc on va créer un vide à l'intérieur de la fiole et voilà, on va améliorer la qualité de la filtration en créant ce vide à l'intérieur de la fiole. Et donc c'est pour ça que on vous demandait toujours d'ouvrir le robinet à fond et donc qu'il y ait une vitesse de fluide qui soit la plus grande possible, que la pression soit la plus basse possible et qu'on fasse un meilleur vide à l'intérieur de la fiole. Allez, à bientôt.